des échanges et des résultats du projet COEX. Donc ce projet COEX, on va vous le présenter en 2 temps. On a décidé de diviser la journée en 2 sessions. La première, intitulée Diversité cultivée et base de connaissances, donc, qui permettra de s'intéresser finalement à la façon de produire et de gérer la connaissance sur l'agrobiodiversité, dans l'objectif de coller davantage aux réalités rencontrées sur le terrain, dans le champ des agriculteurs. Donc, pendant cette session, il y aura une phase de présentation des résultats du projet COEX, une autre d'interaction avec vous, avec la salle, et enfin une phase de mise en perspective avec des panélistes que nous avons invités pour l'occasion et qui travaillent eux-mêmes sur ces questions d'agrobiodiversité et qui viendront donc mettre en perspective les résultats de COEX à travers leurs propres initiatives, leurs propres expériences. La deuxième partie de la journée, donc la session 2, qui débutera à 14h, en début d'après-midi, sera consacrée à la diversité des plantes cultivées et à la responsabilité de la recherche. Donc, comme vous le savez peut-être, le projet COEX s'est intéressé autant à la caractérisation de la diversité cultivée en Afrique de l'Ouest qu'à la façon de le faire, c'est-à-dire la façon de collaborer avec les acteurs de terrain. Et c'est finalement un peu la richesse et toute l'originalité de ce projet qui est de s'être attaché autant à se demander qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et avec qui. Donc les questions de collaboration ont été finalement internalisées c'est un véritable objet de recherche en soi à l'intérieur du projet COEX. Et c'est pour cela qu'on a choisi d'intituler la session 2 Diversité des plantes cultivées, responsabilité de la recherche, pour voir ensemble comment on peut revisiter la manière dont la recherche, en tant qu'acteur social, se positionne et s'implique dans la gestion de la diversité cultivée. Mais avant de commencer donc les 2 sessions, on va accueillir Marie-Christine Cormier-Salem, qui est directrice de la Fondation Agropolis et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous pour ouvrir officiellement cette journée que j'espère fructueuse et intéressante pour tout le monde. Je suis effectivement Oui, c'est bon, très bien. Je suis très honorée d'introduire cette séance et j'irai de poursuivre les réflexions. Il y avait eu un atelier en plénière en décembre 2020 et j'ai aussi assisté au webinaire hier avec la restitution de la série d'ateliers organisés sur les différents terrains africains, donc Sénégal, Mali, Niger et Burkina Faso, et qui ont montré la diversité des participants, des acteurs, des outils et des échelles mobilisés dans le cadre de ces ateliers, qu'ils soient nationaux ou locaux, et les perspectives qui ont été ouvertes hier, et je vous donnerai aussi ma propre lecture. Tout d'abord, en tant que directrice d'Agropolis Fondation et responsable de l'ABEX Agro, je vous rappellerai, surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas, nos ambitions et missions, les valeurs qu'on essaye de défendre et en quoi le projet COEX y répond. Et après, je me permettrai, en tant que chercheuse en sciences sociales, où je m'inscris mes recherches beaucoup dans le champ de la politique de l'écologie, rattachée à une unité PALOC qui travaille sur les notions de patrimoine, qui associe l'IRD et le Muséum national d'histoire naturelle, de partager avec vous quelques interrogations, notamment sur la notion de commun, de patrimoine, et la notion aussi de responsabilité. C'est aussi un clin d'œil avec certaines personnes qui sont dans la salle, avec qui j'ai déjà travaillé, notamment avec Céline Mouafi, avec qui on a aussi commis des publications communes. Voilà. Donc, la fondation Agropolis Fondation est une fondation privée de coopération scientifique qui est portée par 5 membres fondateurs des institutions de recherche ou d'enseignement, donc le CIRAD, l'IRD, l'INRAE, ainsi que l'Université de Montpellier et l'Institut Agro. Et il est dédié à la recherche, la formation et l'innovation au service des acteurs de l'agriculture et du développement durable. Elle porte depuis 2011 le laboratoire d'excellence du LABEX Agro, soutenu par le programme d'investissement d'avenir, qui a été reconduit dans le cadre de l'ICIT Muse de Montpellier pour 5 années jusqu'en 2024. Donc, Agropolis Fondation s'appuie sur un réseau scientifique de réputation internationale, actuellement depuis donc janvier, elle est forte de 40 unités de recherche et couvre 5 grands domaines scientifiques, la biologie des plantes, la biologie des interactions biotiques des plantes, l'agronomie et la gestion des agroécosystèmes, les sciences des transformations alimentaires et non alimentaires, et enfin les sciences humaines et sociales, couvrant donc les champs des interactions agriculture-société.
Sa mission principale est de promouvoir, grâce à son réseau et son partenariat multi-acteurs et international, la transition agroécologique dans les agricultures de demain. Depuis début 2019, à travers une double approche, à la fois l'excellence scientifique, mais aussi l'interdisciplinarité, des approches intégrées, multiscalaires, multi-acteurs, Agropolis Fondation s'investit dans une politique d'animation scientifique ciblée sur 3 axes fédérateurs, en phase notamment avec les grandes conventions internationales. Le premier axe est sur le changement climatique, atténuation et adaptation. Le second sur conservation et utilisation durable de la biodiversité, notamment de l'agrobiodiversité. Et le dernier axe, production et consommation responsable. Avec la crise du Covid-19, je dirais qu'on parle plus seulement même de transition, mais on parle de changement transformateur, de transformation. Il y a une urgence dans un monde interconnecté, globalisé, marchandisé, ce qui a conduit à lancer un certain nombre d'appels à projets, notamment en 2019, un appel à projet qui s'appelait ABS, Agriculture Based Solutions, un autre appel à projet sur Innovative Co-Learning for ABS, pour Agriculture Based Solutions. Et l'idée, c'est vraiment de mobiliser notre communauté de scientifiques pour proposer des alternatives transformatrices à la marchandisation globalisée et dominante, notamment de la biodiversité. Je dirais donc en quoi ce projet étendard COEX répond à ses valeurs et ses missions. Donc c'est un projet étendard. Donc qui veut dire étendard? C'est-à-dire qu'il est emblématique et qui doit effectivement, on attend que ce projet financé donc dans le cadre de l'appel de 2016, donc qui a été financé depuis 2017 jusqu'à actuellement. Il est donc censé être représentatif des valeurs et des missions de Agropolis Fondation. Et c'est vrai que quand que j'ai suivi de ce projet, il me semble qu'il rentre parfaitement dans sa stratégie scientifique, promouvoir la transition agroécologique, et ses 3 axes, notamment donc l'axe 2 sur conservation et utilisation durable de l'agrobiodiversité. Il rentre par les unités impliquées. L'idée, c'est toujours de mettre en synergie. Nous, une des fonctions de la Fondation, c'est aussi d'animer, de mettre en synergie les unités de notre réseau. Donc, les unités AGAP, DIAD, Innovation, Mistea, Green qui est devenu Sens, par les tutelles impliquées, notamment donc le CIRAD, et bien sûr les partenaires, 17 partenaires en provenance du monde académique, non académique, aussi bien du Nord que du Sud, et donc par aussi les disciplines, approches mobilisées dans le cadre de cet appel, dans le cadre de ce projet. Je dirais qu'il répond à nos missions et les valeurs. Alors, je dirais les 3 I qu'on essaie de défendre. Premier I qui est l'interdisciplinarité, par la diversité des disciplines, avec des sciences humaines et sociales, anthropologues, économistes, des spécialistes du droit, des politistes, mais aussi des généticiens et la volonté de combiner des regards disciplinaires. Le deuxième I, c'est l'intersectorialité ou l'inclusivité, avec cette volonté de collaboration sur la diversité cultivée et toute une démarche réflexive en collaboration avec les partenaires non académiques, organisations paysannes et ONG. Et les ateliers d'hier en étaient une parfaite démonstration. Et bien sûr, le 3e I, international, avec des collaborations nord-sud et sud-sud entre 4 pays d'Afrique de l'Ouest, Niger, Burkina Faso, Mali et Sénégal. Ce qui est particulièrement aussi intéressant par rapport notamment à l'appel à projet qu'on a lancé sur Innovative Co-Learning, on voit bien que les notions d'inclusivité, de co-apprentissage, de co-construction des protocoles avec les organisations paysannes sont centrales dans ce projet, avec la volonté aussi de contribuer aux politiques publiques, notamment aux documents stratégiques de ces politiques, au cursus des enseignements. On est bien aussi de cette volonté d'être présent dans ce dialogue entre sciences, politique et société civile. Et il me semble que les semences, notamment leur gestion, leur accès, leur gouvernance, sont une bonne entrée pour appréhender les savoirs, les pratiques et les logiques, et aussi les controverses entre connaissances. Donc, coex, on parle bien de dualité, de coexistence, justement entre des systèmes semenciers conventionnels versus des systèmes paysans, des systèmes de gestion de la diversité cultivée. Il y a tout un travail réflexif qui me semble essentiel sur nos propres pratiques de chercheurs. Et je vous cite pour changer la façon dont on aborde à la fois la collaboration et la gestion de la diversité dans les collections. Alors, j'ai eu pas mal je pense que hier, il y a pas mal de pistes de réflexion qui ont été mises en avant.
D'abord parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une vision partagée par tous. Et ça me semble vraiment très intéressant, cette pluralité des points de vue. Et il ne faut pas avoir peur des controverses, cette diversité. Au contraire, moi, quand on parle de valeurs universelles, c'est vrai, très souvent, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prendre en compte la diversité des contextes locaux. On voit bien la diversité d'abord des dimensions à prendre en compte, bien sûr techniques, mais aussi politiques, juridiques, culturelles. Et au cœur des réflexions, il me semble qu'une des notions qui est bien ressortie hier, une des questions, c'est celle du statut juridique. Alors des semences, alors faut-il parler de semences paysannes? Là aussi, on voit bien que on a parlé aussi de semences communautaires, de variétés traditionnelles. On voit bien qu'il y a aussi un vocabulaire qui est fluctuant. Et statut qui dépend bien évidemment de leurs valeurs environnementales, on en a parlé hier, économiques, ça aussi c'était très prégnant. Je pense qu'on a moins parlé des valeurs sociales, culturelles, émotionnelles, et avec la question effectivement de leur statut. Est-ce que c'est un patrimoine national? Est-ce que c'est un patrimoine communautaire? Est-ce que et bien évidemment, avec les semences certifiées, on est bien dans un capital et dans des biens qui sont privés. J'étais intéressée hier de voir le plaidoyer pour reconnaître les semences paysannes, de les certifier et de les vendre pour rétribuer les obtenteurs locaux, puisqu'il y a un actuel vide législatif. Intéressée aussi de voir la généralisation, voire la reconnaissance de cases de semences gérées par les mamans qui s'opposeraient aux banques de gènes. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il est possible de s'affranchir aussi du marché? Et je reviens, et je sais que dans le programme, vous allez mettre en avant une des notions clés, surtout, je dirais, dans le contexte actuel, qui est la notion de commun. Alors, contexte actuel, parce qu'on voit bien tous les débats autour de la brevetabilité du vivant, et notamment de considérer les vaccins contre le Covid-19 comme un commun. Et effectivement, cette notion de commun à la fois spatiaux et sociaux, qui pose la question de l'accès, du partage équitable, de la gestion, de la gouvernance, par exemple, avec les cases de semences, versus effectivement un capital privé, un bien public global ou un patrimoine collectif géré par quelle collectivité. Et on voit bien effectivement les valeurs instrumentales d'usage direct ou indirect des semences, mais aussi l'importance des valeurs relationnelles. D'où d'abord l'importance aussi d'un nouveau projet qui est soutenu par Agropolis Fondation, qui s'appelle Seed Attach, et qui justement s'intéresse à toutes ces valeurs émotionnelles et culturelles qui attachent une communauté à ces semences, et qui est porté donc par Frédéric Jankowski, ici présente dans la salle. Je dirais que plus généralement, au-delà du cas des semences, on est bien sur cette problématique de la nature qui est devenue un business, un capital naturel échangeable sur le marché, ou encore un bien, et qui pose la question, et qui, avec des risques de perte de biodiversité, d'accaparement des communs, et bien sûr de justice environnementale et sociale. Et le défi majeur, il me semble, est bien l'articulation entre les échelles de décision, du local à l'international. Les procédures doivent être transparentes, inclusives, participatives à tous les stades du dispositif, depuis sa conception jusqu'à son application et son suivi. Et je dirais la capacité d'innovation des acteurs locaux dépend certes des conditions locales et des contraintes internationales, telles que la globalisation des circuits de distribution, mais aussi de l'aptitude des autorités à administrer les territoires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et à gouverner en bonne intelligence la biodiversité, patrimoine commun. Et je dirais que la gouvernance de la biodiversité n'est pas l'affaire de la seule puissance publique. Elle doit être éclairée par les sachants, scientifiques et autres experts, partagée avec les acteurs agissants, qui sont tous à divers niveaux et le long de la chaîne de valeur, une force pour repenser notre façon d'habiter le monde, agir et changer nos modes d'exploitation, distribution et consommation. Et il me semble essentiel de réhabiliter les communs, qu'ils soient sociaux ou spatiaux, et les interdépendances entre tous les êtres vivants. Et je citerai Benjamin Correa qui défend la nécessaire bifurcation de la dualité capitalisme-socialisme à la dualité anthropocène, biens communs et communs sociaux. Donc c'est vrai que les chercheurs, nous sommes là entre chercheurs, nous sommes des sachants, mais nous sommes aussi bien plus des médiateurs, et que nous avons une responsabilité pour faire avancer les règles, et notamment le droit
qui ne sont pas, je dirais, ad hoc. Effectivement, il y a une façon de repenser ce droit et ce cadre juridique. Quand je vois, après j'ai relu le programme et je me suis dit, ben oui, c'est exactement, on est bien dans cette piste de réflexion, puisque donc vous allez parler des communs, et je vois qu'en fin d'après-midi, effectivement, la notion de responsabilité va être une notion centrale. Donc, bon, c'est un programme très, très allanchant, je pense qu'il suscite beaucoup d'interrogations et de questions. Pour ma part, je vais être très frustrée parce que je ne pourrais pas assister à cet après-midi, mais bon, j'aurai un compte rendu. En tout cas, je vous souhaite un très bel atelier de toute cette journée, de très belles, effectivement, perspectives. Et je vous remercie déjà pour tout ce que vous avez effectivement abordé en termes de réflexion. Voilà. Merci beaucoup. Allô? Oui, merci beaucoup Marie-Christine Cormier-Salem pour cette introduction, cette ouverture officielle qui, je crois, couvre très bien le spectre très large couvert par COEX. Vous avez parlé de beaucoup de choses, du statut juridique accordé aux semences, des valeurs qui ont été abordées pendant le projet, social, économique, environnemental, relationnel, associé à la semence, la notion de patrimoine semencier également, la notion de commun, d'accès, de partage et de gestion collective des semences. Et je pense que ça fait très bien l'ouverture et la transition avec ce qui va suivre, puisque on va rentrer un petit peu dans le détail pour que vous compreniez maintenant comment a été pensé le projet COEX, quelles questions de recherche s'est-il posé et comment s'est-il positionné en collaboration avec les acteurs de terrain, avec les agriculteurs. Je laisse la parole à Mathieu, Thomas et Selim Loafi, qui sont coordinateurs du projet COEX et qui vont vous expliquer un petit peu tout ça. À vous. Merci Alexandre. Alors effectivement, on va vous brosser un peu un tableau général de ce projet et vous présenter un peu la structuration du programme. Et pour vous dire que le point de départ de notre réflexion a été de reconnaître que la semence est loin de se limiter à sa dimension biologique avec laquelle souvent elle est abordée en tant que ressource génétique, sous la forme de types variétaux ou de portefeuilles d'espèces, mais qu'elle est bien évidemment aussi un objet social et économique inséré dans des réseaux d'échange, dans des filières économiques, mais aussi avec toute une dimension informationnelle, culturelle, associée à cet objet qui en fait justement quelque chose bien au-delà de sa dimension matérielle. Et puis, évidemment, c'est un objet politique dans la mesure où différents acteurs ont différents objectifs par rapport à son utilisation et différents types de règles et de cadres avec lesquels ils fonctionnent. Et que justement, derrière cette diversité, multiplicité, multifacette, cet objet de multifacette, justement, permet de répondre à, c'est ce qui permet de répondre à une diversité de contextes et d'interactions. Et pourtant, tout se passe comme si, dans le discours politique en tout cas, et souvent transcrit dans des législations nationales, on reste bloqué, figé sur une vision binaire qui se limiterait à distinguer d'un côté le système semencier dit formel, basé sur des normes réglementaires de certification, d'inscription au catalogue, plutôt focalisé sur un modèle d'agriculture de rente pour une économie de marché, et de l'autre côté, on aurait un système semencier informel basé sur des normes sociales et culturelles pour une agriculture vivrière et une économie de subsistance. Et voilà, donc on a du mal à dépasser cette logique binaire, et justement l'intérêt ou l'hypothèse que nous avons essayé de travailler, c'est qu'est-ce qui explique justement la permanence d'une telle dichotomie. Et pour ça, on a travaillé sur une diversité, la reconnaissance qu'il y a une diversité d'acteurs à différentes échelles qui doivent être pris en compte, et que cette diversité, justement, se traduit à l'échelle, on va dire, locale par une diversité d'acteurs, que ce soit des conservatoires, des réseaux paysans, des maisons de semences, des coopératives, des conservatoires, des réseaux
et que, au fur et à mesure que on remonte dans les échelles, on va justement avoir un effet de filtre, un effet de sélection des normes qui sont considérées ou des cadres qui sont considérés comme légitimes pour gérer justement les échanges, les modalités de conservation ou les modalités d'utilisation de ces semences. Et donc, l'hypothèse, précisément, c'est d'essayer de se dire que la recherche, en tant qu'institution intermédiaire, insérée à la fois travaillant avec cette diversité d'acteurs à l'échelle locale, et aussi insérée dans les discussions et dans la formalisation des cadres réglementaires globaux, peut jouer un rôle d'interface et a une responsabilité, c'est toute la partie une responsabilité à la fois en tant qu'acteur, donc, mais aussi, évidemment, c'est son rôle premier, en tant que producteur de connaissances, pour justement essayer de trouver des modalités de caractérisation qui rendent compte au mieux de la réalité du terrain, de la réalité vécue par cette diversité d'acteurs en termes d'utilisation de cette diversité cultivée. Et c'est justement ces deux objectifs que nous avons essayé de travailler et qui structurent un peu notre programme, c'est-à-dire une première matinée consacrée à la manière dont la recherche, encore une fois, en tant que productrice de connaissances, peut faire un travail, on va dire, un peu plus fin pour dépasser cette dichotomie en caractérisant les différents modes de gestion aux différentes échelles de la diversité cultivée. Et puis, et donc ça, c'est comme je vous l'ai dit, ce qui va nous occuper à l'instant, avec notamment une présentation de Christian dans un instant, et puis l'après-midi qui, elle, sera consacrée plutôt à cette dimension d'acteur de la recherche comme acteur social qui s'implique dans la gestion de la diversité cultivée, soit directement, à travers notamment les banques de semences, de gènes dont les institutions de recherche ont la charge, mais aussi en s'engageant dans des projets de recherche et en produisant des connaissances avec une diversité d'acteurs sur ces modalités de gestion de la diversité cultivée. Voilà, je crois que je te passe la parole, Mathieu. Merci Selim. Donc maintenant, je passe plus sur la partie opérationnalisation du projet. Donc pour répondre et atteindre ces objectifs qui viennent d'être précisés par Selim. Donc, pardon. Ouais, merci. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a mis en place un partenariat assez étendu qui est à la fois interdisciplinaire du côté de la recherche avec différents laboratoires impliqués essentiellement en sciences humaines, mais en France, mais aussi au Canada et en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal, Mali, Burkina Faso et Niger. Et comme l'a introduit Selim tout à l'heure, un objectif d'Ancoex, c'était aussi d'impliquer les acteurs de terrain, les agissants, comme l'a souligné Marie-Christine. Et donc, on a fait le choix, on a proposé à un certain nombre d'organisations paysannes et d'ONG de rejoindre ce projet, de s'impliquer à différentes étapes, et en assumant aussi le fait que si on se donnait l'objectif de se rapprocher, de réfléchir et d'améliorer nos pratiques de collaboration avec ces acteurs, il allait être compliqué d'intégrer une plus grande diversité d'acteurs, à savoir des semenciers ou même des décideurs politiques. Donc c'est quelque chose qui est important de rappeler à ce stade-là, c'est que la construction du partenariat dans le projet COEX, elle reflète bien les ambitions et les objectifs qu'on s'était donnés. Ensuite, donc, comme je l'ai déjà un peu évoqué, c'est un projet qui permet, qui est basé, qui a été construit sur une articulation, une pluralité de disciplines pour couvrir justement cette diversité de dimensions couvertes par les semences. Et donc, il y a eu des travaux d'inventaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a fait le choix, donc, comme l'a dit Selim, de focaliser la présentation de ce matin donc, sur la manière dont la recherche caractérise ces différents modes de gestion, en focalisant
en centrant les principaux résultats sur une présentation qui va être faite par Christian tout à l'heure. Mais donc, je profite de cette diapo pour montrer un peu la diversité des approches qui ont été mobilisées, donc qui vont de la mise en place d'inventaires, mais aussi de réfléchir sur les modèles conceptuels et les ontologies qui sont mobilisés par les acteurs, aussi bien de la recherche que du terrain, puisque en fait, l'idée, c'est bien de comprendre comment tous ces acteurs fonctionnent, avec quelle représentation ils fonctionnent. Et puis, donc, des travaux sur les formes d'attachement aux semences et de requalification, donc, qui seront repris effectivement dans le projet des sites d'attache, mais qui ont déjà été un peu traités dans le cadre du projet COEX, déjà par Frédéric Jankowski et quelques collègues. Et puis, des approches d'analyse des réseaux analyse des réseaux de circulation de semences et aussi analyse de réseaux, mais cette fois-ci plutôt institutionnelle, pour couvrir justement cette dimension socio-économique des semences. Et puis, il y a un travail assez conséquent aussi en droit, avec des études sur les réglementations semencières et une approche assez originale de pluralisme juridique. Donc, s'appuyer sur le principe des faisceaux de droit, de dire, voilà, la semence est tellement multidimensionnelle qu'elle mobilise différentes formes de droit, et c'est ça qui est intéressant aussi de mettre en lumière. Donc, dans cette partie, donc plus sur ces objectifs, plus de caractériser les modes de gestion, donc revoir notre manière de caractériser ces modes de gestion. Donc, il y a 4 sous-objectifs encore qu'on s'était donnés. C'était à la fois donc caractériser ces modes de gestion en mobilisant plusieurs disciplines, donc ça je l'ai déjà indiqué, mais aussi en travaillant au plus près avec les acteurs, donc les acteurs de terrain, les personnes qui sont en contact direct avec les semences en question. Et donc, pour caractériser l'inadéquation entre un cadre réglementaire et les pratiques de gestion observées sur le terrain, le parti pris a été de partir justement du vécu des acteurs en les impliquant le plus possible. Et puis, ça a été aussi de revoir notre manière d'appréhender la semence. Et donc ça, on s'est vraiment inspiré du cadre conceptuel, cette fois-ci, des communs, donc proposé par Eline Rostrom, qui propose de se représenter le fonctionnement des socio-écosystèmes, donc des systèmes où on appelle ça des ressources qui sont gérées collectivement, où on a la semence qui est considérée comme une ressource, des acteurs et puis des règles qui permettent d'agir, d'organiser l'utilisation de ces ressources. Et donc, ce qui s'est révélé être important dans le cadre des semences, c'était de pas seulement s'intéresser à l'objet semence en tant que tel, mais bien à la relation qui relie cet objet, la semence, aux personnes qui les entretiennent, qui les gèrent, qui les entretiennent. Et donc de bien, en particulier, focaliser sur la relation entre semences et agriculteurs. Et puis le quatrième message sur cette partie centrée sur la manière de revisiter la manière de caractériser ces modes de gestion, ça a été aussi de développer une approche multiscalaire, puisqu'en fait, la diversité cultivée ne se caractérise pas seulement localement. Quand on change d'échelle, on n'a pas les mêmes, rapports de variabilité. Et donc, c'est important, ça a été important pour nous dans le projet d'être sensible à ça, en développant à la fois des approches locales qui permettent d'aller assez loin dans la compréhension des systèmes et notamment des valeurs en place au sein des communautés d'acteurs qui gèrent, qui maintiennent, qui entretiennent cette diversité, en remontant en termes d'échelle et en mettant en place des protocoles à large échelle, donc à l'échelle de la sous-région, pour avoir une image synthétique de comment la diversité s'organise spatialement et quels sont les facteurs qui influencent les déterminants de cette répartition de la diversité, et en particulier les sources d'approvisionnement et les usages qui en sont faits. Et donc, le dispositif du projet permet facilement, c'est un grand mot, mais de faire
à la fois des focus, des zooms au niveau de certaines zones, donc ce n'est pas à l'échelle des 4 pays, mais au moins au Sénégal et au Burkina, ce focus est possible, est rendu possible, et à la fois une vision globale à l'échelle des 4 pays. Et donc ça, dans tous les cas, Christian reviendra bien dessus dans sa présentation, mais c'était un message qui nous semblait important de partager dès cette introduction. Et puis, un autre message important par rapport à ce projet, c'est aussi donc à la fois la diversité, enfin, c'est le nombre d'étudiants qui ont été formés, qui ont pu rejoindre le projet en participant à des stages ou même en faisant une partie de leur thèse, voire intégralement leur thèse sur le projet COEX. Et donc, vous pouvez voir que ces étudiants proviennent de cursus assez diversifiés, et qui vont des statistiques, mais aussi des sciences humaines et sociales, en passant par l'agronomie et le droit. Et avec différents niveaux qui ont été concernés, mais essentiellement des Master 2, donc un niveau d'études déjà bien avancé, donc des étudiants qui ont pu aborder des questions de recherche à l'échelle de leur projet de stage, et puis plusieurs formations qui ont pu être réalisées aussi auprès des chercheurs et d'étudiants, notamment sur la méthode d'analyse des réseaux sociaux, donc avec l'objectif de transférer aussi des savoir-faire techniques qui ont été produits dans le cadre du projet. Et puis pour terminer cette petite introduction, juste rappeler qu'en 4 ans et demi, le projet a aussi été un moment pour se rencontrer les personnes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti comme quelque chose d'important aussi hier, le fait que le projet en tant que tel permette le lien, donc à la fois entre les chercheurs et les organisations paysannes, et aussi les organisations paysannes entre elles. Et donc ça a été rendu possible à travers un certain nombre d'ateliers et de réunions du projet, donc à la fois l'atelier préparatoire, donc en amont du projet, et ça c'est quelque chose qui a été rendu possible par la Fondation Agropolis, qui a permis d'avoir des moyens pendant le montage du projet, ce qui est assez original et très intéressant pour consolider le partenariat en amont du projet. Puis il y a eu la réunion de lancement et puis, en avril 2017 qui a eu lieu à Montpellier et qui a mobilisé la plupart des participants. Et ensuite, il y a eu une série d'ateliers. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a un certain nombre qui seront repris par Christian aussi, donc atelier protocole, des ateliers sur la collaboration. Donc là, ça sera repris cet après-midi, qui a permis d'aboutir à la production d'un manuel. La réunion intermédiaire du projet COEX, qui a été un moment fort, puisque ça a été la première fois que tous les participants du projet ont pu se rencontrer une fois que le projet était vraiment lancé, donc avec des premiers résultats à discuter collectivement. Et donc ça a eu lieu à Thiès en 2018. Et puis, encore une fois, une série d'ateliers, de forums qui ont permis de mettre en discussion des résultats qui ont été obtenus dans le projet et de les discuter avec cette diversité d'acteurs. Et donc là, je tiens à préciser que au cours de ces ateliers multi-acteurs, on avait essentiellement les organismes de recherche et organisations paysannes qui ont participé, mais ponctuellement aussi des décideurs qui ont participé à ces ateliers pour suivre un peu la teneur des discussions qui avaient lieu. Et puis, la phase finale du projet, qui a été complètement revue vu le contexte, et notamment donc, le fait donc juste pour vous redonner le contexte, la réunion finale était initialement prévue au Niger en novembre 2020, et donc vu le contexte sanitaire et politique, on a décidé de réorganiser complètement les choses, et ce qui a été mis en place, ça a été 4 ateliers nationaux, donc dans les 4 pays ouest-africains impliqués dans le projet, qui ont permis une restitution du projet et des principaux messages du projet au niveau local, et donc des ateliers organisés ou co-organisés par des organisations paysannes elles-mêmes, ce qui a permis de sélectionner les messages qui étaient les plus importants à leur niveau, tout en impliquant les organisations de recherche à participer à la présentation de ces résultats, bien sûr, et à la discussion. Et puis, pour terminer, donc aujourd'hui, sur ce webinaire de clôture qui a été anticipé hier par une restitution
justement de ces ateliers nationaux, mais plutôt à destination des participants du projet. Et donc aujourd'hui, cette dernière étape. Et donc, juste pour terminer, donc, on laissera cette diapo affichée, vous pourrez la revoir à d'autres moments dans la journée. Mais donc, là, c'est quelques statistiques résumées du projet COEX. Donc, ben voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais un certain nombre de productions qui ont été obtenues, donc à la fois sur le plan académique, mais aussi un certain nombre de travaux, de productions plus grand public, aussi avec l'ambition de toucher plus largement sur ces questions-là, et notamment la société civile. Et donc avec des supports très diversifiés allant des policy briefs, toucher plus les décideurs, mais aussi donc des guides pratiques, un guide pratique à destination des praticiens, des agriculteurs, des vidéos, des petites vidéos. Donc là, il y en a 3 actuellement, mais il y aura toutes les vignettes aussi qui ont été préparées par les étudiants qui sont en train d'être mises en ligne et qui seront accessibles après même cette journée. Une pièce de théâtre forum qui a été mise en place et qui sera présentée cet après-midi. Et puis des articles grand public sur de Conversation. Et puis il y a encore des podcasts aussi qui sont en cours de préparation. Voilà. Et donc je vous invite aussi, donc au moment de pause, à aller consulter ces petites vidéos si vous voulez vous changer d'air en regardant des vidéos. Après, chacun est libre de profiter de ses pauses comme il veut. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a cette possibilité-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a un certain nombre de ressources qui sont mises à disposition sur le site du projet et sur la chaîne. Donc, il y a une chaîne YouTube qui a été créée qui s'appelle le projet COEX, sur laquelle vous pouvez retrouver ces vidéos. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Céline Loafi et Mathieu Thomas pour cette présentation de cadrage. Vraiment, ça a couvert effectivement le spectre, je pense, du projet COEX.